On va parler bien entendu de qu'est-ce que c'est que le RGPD, mais juste quelques slides. Ensuite, assez rapidement, on va parler de la gestion de projet RGPD, puis je vais essayer de vous donner des conseils, des retours d'expérience, des meilleures pratiques pour faire en sorte d'être conforme. Alors, le RGPD, en fait, c'est un sujet qui est ultra intéressant. Pourquoi ? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de sujet de ce type qui consiste à avoir une démarche complètement pluridisciplinaire. Quand on fait de la RGPD, on a à la fois de la gestion de projet, on a de la conformité à la loi, on va avoir aussi toute une démarche internationale, on va avoir une démarche organisationnelle et humaine parce qu'il y aura énormément de sensibilisation, il y aura énormément de formation par rapport à ça. Il y a des grosses motivations, il y a des gros enjeux derrière ce texte de loi. La première motivation, c'est en fait les incohérences d'un pays à l'autre en termes de loi. Quand on avait écrit le bouquin, par exemple, sur le cloud computing, on avait regardé toutes les lois qui concernent la confidentialité des données d'un pays à l'autre. Et par exemple, vous avez des règles sur l'hébergement des données médicales en France, qui ne s'appliquent absolument pas en Allemagne ou en Angleterre. Regardez par exemple en France, pour mettre une caméra vidéo dans un bâtiment, dans une rue, dans un espace public, il faut répondre à des tas de formulaires, alors qu'en Angleterre ou aux États-Unis, ils le font de manière complètement naturelle. L'autre enjeu qu'il y avait derrière ça, c'est la vie privée des individus. Et on voit bien l'esprit de cette loi, tout ce qui est Internet, Big Data, réseaux sociaux, la vie privée, on prend un sacré coup. Et les législateurs européens se sont mis d'accord sur accroître justement la manière dont la vie privée des acteurs, des agents, en fait, va être davantage protégée. Et puis, il y a une dimension purement économique. Les coûts administratifs liés à l'incohérence des lois d'un pays à l'autre sont extrêmement élevés pour l'Union européenne. Et en harmonisant, en fait, les lois d'un pays à l'autre, normalement, ils devraient réduire les coûts administratifs. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est ce qui a motivé pour la mise en œuvre du texte de loi. Alors, texte de loi, vous pouvez vous procurer gratuitement. Il suffit de taper dans Google GDPR ou RGPD, download ou téléchargement. Et là, je vous ai fait une capture d'écran. Vous pouvez le télécharger dans quasiment toutes les langues. Je l'ai même vu, je crois, en basque. C'est vous dire. C'est vous dire. Donc, pas d'excuses. Nul n'est censé ignorer la loi. Le texte en soi, il est assez simple. Il est très long, mais vous savez, ce sont des juristes qui ont écrit ça. Il est plus facile à comprendre qu'une norme ISO, il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus complet. En fait, il est en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le préambule. Le préambule, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ce texte de loi. Donc là, on va vous dire que la protection de la vie privée, c'est un droit, que ça sert l'humanité, qu'il faut se mettre à jour par rapport aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, etc. Et puis la deuxième partie du texte, donc en gros ça commence à partir du chapitre 4 du texte de loi, c'est les règles et les obligations qui s'appliquent à l'ensemble des organisations qui vont devoir appliquer les règles du GDPR. Un peu de temps en fait sur cette slide-là, c'est ce qu'on appelle les principes de traitement. Ceux qui font de la norme, ceux qui ont l'habitude de gérer la sécurité avec la norme ISO 27001 vont retrouver en fait l'esprit de cette norme. Alors, on commence par tout ce qui est licéité, transparence et loyauté. La licéité, ça veut dire que le traitement doit être licite. Ça veut dire que vous dites ce que vous faites et vous faites ce que vous dites. En gros, vous dites, je fais des traitements par rapport aux finalités qui m'ont été autorisées ou sur lesquelles je me suis engagé. Ensuite, vous vous engagez à respecter les traitements par rapport aux engagements que vous avez pris. Et puis, si vous sortez de ces engagements, à ce moment-là, vous violez un principe de transparence. La limitation des finalités, ça consiste à dire simplement que les conditions générales et les autres formalités de saisie doivent être sans aucune ambiguïté. Vous faites ce que vous avez dit, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. La minimisation des données, en gros, ça va conserver, par exemple, la minimisation des données, vous ne pouvez pas conserver, par exemple, les données plus longtemps que ce que vous avez besoin. Alors, par exemple, dans les normes ISO, on fait souvent des politiques ou des procédures sur la durée de rétention des informations. En ce qui concerne l'exactitude, alors ceux qui font de la norme ISO, c'est ce qu'on appelle tout bêtement l'intégrité des informations.
Les informations doivent être fiables. Elles ne doivent pas avoir été biaisées ou transformées et donc inutilisables par la suite. Et il nous reste l'intégrité et la confidentialité. Ceux qui font de l'ISO vont retrouver ce qu'on appelle le CIA, le confidentialité, l'intégrité, et le A c'est availability, c'est la disponibilité. Donc vous voyez à nouveau le nombre de politiques, de procédures et de processus qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir appliquer tout ça. Alors, votre organisation est-elle concernée? Probablement, oui. Il y a beaucoup de choses en fait derrière tout ça. Premièrement, on va se mettre d'accord, je vous ai mis l'article 2, premièrement, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. Quand nous, on s'est formé au GDPR il y a quelques temps, j'ai vu pas mal de définitions, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, la loi a tranché, une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet l'identification d'une personne. Vous pouvez sortir n'importe quelle définition, c'est celle-là qui est la bonne, et c'est sûr, à partir de cette définition, on va regarder les traitements qui sont associés aux données personnelles. Et justement, qu'est-ce que c'est qu'un traitement? C'est toute opération ou tout ensemble d'opérations appliquées à des données à caractère personnel. Alors, ce qui est intéressant à partir de là, c'est le champ d'application. Et on va voir que en réalité, le champ d'application n'est pas aussi vaste que on veut bien le laisser penser. En fait, il y a beaucoup de choses à nouveau qui traînent sur Internet et je vous mets en garde parce que le critère de licéité est rempli uniquement si le responsable de traitement a recueilli le consentement de la personne concernée. Nous, on est une boîte qui vend des formations et on ne peut pas se permettre de recueillir le consentement de toutes les personnes avec lesquelles on travaille, tous les stagiaires. On en a plusieurs dizaines de milliers, donc c'est pas possible. Ce qui va se passer concrètement, c'est que le législateur a été intelligent. Ils se sont rendus compte que dès qu'on a par exemple un contrat entre un fournisseur, et puis un client, on considère que le consentement est dans le contrat. Par exemple, quand on vend une formation à un stagiaire ou à un client, le stagiaire a signé pour cette formation, il est tout à fait normal qu'on récupère ces informations simplement pour lui envoyer sa convocation, sa facturation, etc. En revanche, quand on fait par exemple de la prospection, on peut travailler avec des fichiers de prospects avec lesquels on n'a jamais travaillé. Et là, en revanche, il va falloir qu'on se débrouille pour être conforme avec la loi parce que ces personnes, par définition, ne nous ont pas encore donné leur consentement. Alors, il y a le problème des données médicales et le problème des données régaliennes. Alors, est-ce que votre entreprise est concernée, par exemple, quand vous avez un Wi-Fi public? Oui, mais c'est une obligation légale. Il y a tout un code sur les telcos concernant la déclaration des fichiers à propos des accès à des réseaux. Et puis, les données médicales, alors ça, souvent, j'ai des stagiaires en cours qui me disent « Moi, je suis directeur d'un hôpital, enfin directeur informatique d'un hôpital, est-ce que je dois être conforme à la GDPR ?» Je serais tenté de vous dire, là j'attends les commentaires, je serais tenté de vous dire que vous avez tellement de lois à respecter par rapport au ministère de la Santé sur la gestion des données médicales que vous n'avez pas vraiment besoin du GDPR. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'attends les commentaires de la part des personnes qui assistent à ce webinaire. Bien. Et puis en ce qui concerne les données régaliennes, donc les données d'intérêt public, par exemple votre casier judiciaire, non, vous n'avez pas le droit de regard sur votre casier judiciaire, vous pouvez toujours demander, ça fait partie des droits des personnes concernées, hein, le droit de corriger l'information, vous pouvez toujours demander, vous ne corrigerez pas ce qu'il y a dans votre casier judiciaire, ça appartient à l'État et c'est inatteignable. Alors, si on continue, il est clair que la GDPR, ça va être un très très gros projet pour pas mal d'entreprises, même pour les petites entreprises. Et tout à l'heure, je vous donnerai des conseils en fait sur la mise en œuvre. Ce qui est intéressant de constater, c'est que pour une fois, ce n'est pas un projet national, mais c'est un projet international. Le GDPR s'applique à toutes les personnes qui sont résidentes de l'Union européenne. Donc non seulement ça s'applique à tous les pays de l'UE, mais aussi ça va s'appliquer à ce qu'on appelle les sous-traitants. Les sous-traitants, ce sont ceux qui traitent les données des personnes qui font partie de l'Union européenne. Donc imaginons que vous stockez des informations ou que des données sont traitées en Afrique du Nord, en Inde ou aux États-Unis, eux-mêmes doivent être conformes à la GDPR. Et ça, c'est pas du tout gagné. Alors,
Il y en a qui vont dire que la GDPR, ça va leur faire du tort, que ça va être très lourd, que ça va être une contrainte. Peut-être que vous avez raison. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça peut devenir assez vite un avantage concurrentiel et on fait assez vite l'analogie avec ISO 27001, par exemple. Beaucoup d'entreprises se font certifier ISO 27001. Alors, ils disent ISO 27001, c'est des tests, c'est des processus, des procédures, etc., etc. On y voit un avantage concurrentiel parce qu'on a par exemple des clients comme Orange qui disent vous voulez être sous-traitant d'Orange, ils le mettent carrément dans leur appel d'offres, vous voulez être sous-traitant d'Orange, vous êtes obligé d'être conforme à 27001. Alors je vous le dis, ils demandent actuellement 27001, ils vont demander 22301. Et on peut faire la même analogie avec GDPR. Vous devez montrer que vous êtes conforme avec la GDPR. Si vous avez du mal à le montrer, à le justifier, etc., c'est simple, on ne travaille pas avec vous. Donc ça, c'est la relation business to business. Et on peut avoir la même chose avec la relation B2C, business to customer. Vous êtes client, vous donnez vos informations à un fournisseur, un site de vente en ligne, et vous n'avez aucune garantie de la manière dont ils vont conserver, dont ils vont traiter les données. Vous n'avez pas envie de travailler très longtemps avec ces gens-là. Alors, les sanctions, elles, sont plus que dissuasives, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires jusqu'à 20 millions d'euros, le plus élevé des deux sera pris, etc. J'ai une bonne nouvelle, a priori, c'est la CNIL qui va s'occuper de l'application de la GDPR en France. A priori, la CNIL devrait être consentante pendant 2 ans, parce que le texte de loi, normalement, est applicable le 25 mai, mais il y a assez peu d'entreprises qui sont pour l'heure conformes. Alors, si on parle des sanctions, donc 4% du chiffre d'affaires annuel, si on parle des sanctions, pendant 2 ans, la CNIL risque de faire ce qu'on appelle des rappels à l'ordre. Donc, dans un premier temps, il y aura énormément de formation, d'information, de sensibilisation de la part de la CNIL. Pour les entreprises qui ne sont pas conformes, ça risque d'être fait sur la base de dénonciation. C'est des clients qui ont des doutes ou des choses comme ça. La CNIL pourra faire dans un premier temps un rappel à l'ordre, et puis ensuite, elle verra, le montant de l'amende sera fait par rapport à la gravité, en fait. Donc, cela étant, il faut vous méfier parce que la CNIL est capable de passer à l'offensive. Il y a pas mal de boîtes qui se sont faites attraper, notamment des gros, comme Facebook. Les GAFA, je pense donc les Google, les Amazon, les Facebook. La CNIL s'est déjà attaquée à ces grosses boîtes-là. Peut-être qu'ils vont le faire pour que ça fasse un exemple. Donc c'est très politique. En France, si vous êtes honnête, si vous montrez que vous faites... moi, j'ai des gens de la CNIL en cours. Si vous montrez que vous êtes honnête, que vous faites ce que vous pouvez, on a le droit de faire des erreurs. La CNIL ne va peut-être pas vous sauter dessus dans l'immédiat. Alors, la gestion de projet RGPD. On vous donne le conseil suivant, gérez ça comme un vrai projet, vous prenez la méthode de gestion de projet que vous voulez. Il est vrai que nous, jusqu'à maintenant, la RGPD, elle a été gérée comme une sorte de projet ISO. Je vous ferai le lien tout à l'heure, le parallèle entre la RGPD et puis ISO. C'est très simple, c'est le Plan, Do, Check, Act. Ou alors, pour ceux qui font de l'architecture d'entreprise, c'est baseline, d'où on part, target, où on va, et roadmap, comment on y va. Donc là, je vous ai fait un projet assez classique. On commence par un audit. L'audit, c'est d'où on part, et on verra tout à l'heure qu'on a beaucoup de choses pour faire des audits. Vous pouvez prendre par exemple COBIT, CISA, ISO 27001, etc. Avec quelque chose de fondamental qui s'appelle la cartographie des données. Donc la cartographie des données, c'est quelles sont les données que je traite et dans quelle mesure vont-elles tomber sous le coup de la GDPR. Il va y avoir aussi un autre gros morceau, c'est l'audit des sous-traitants. Alors le sous-traitant, en fait, la GDPR ne fait aucune différence entre un sous-traitant interne, donc c'est votre direction informatique, c'est votre propre data center, et puis les sous-traitants qui sont eux externes. Donc là, on est dans le cadre de l'externalisation ou de l'infogérance. Et puis après, il faudra faire de l'audit de sécurité de l'information, avec notamment la manière dont vous gérez la confidentialité. Et puis on va en parler aussi tout à l'heure, des concepts qui sont mentionnés de manière explicite par la GDPR, ce qu'on appelle le by design et le by default, qui risque d'être un petit peu nouveau pour beaucoup d'entreprises. La mise en œuvre, c'est la mise à niveau juridique, c'est la mise en œuvre du droit des personnes. Alors le droit des personnes, c'est quelque chose qui risque d'être assez lourd. Par exemple, il y a le droit à l'information, il y a le droit d'accès,
va y avoir le droit à la rectification, le droit à l'effacement, c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Vous voulez plus être sollicité, donc vous devriez pouvoir vous connecter à votre fiche hébergée par un fournisseur, un prestataire, etc. Et puis vous demandez l'effacement complet de votre fiche. C'est comme si vous rayez votre compte Facebook ou LinkedIn. Le droit à la limitation de traitement, alors je vous autorise à garder mes données, mais uniquement pendant 2 ans, le temps de la durée d'exécution du contrat. Le droit à la portabilité des données, le droit d'opposition. Donc vous voyez, ça peut aller assez loin en fait. Et puis le maintien, alors en anglais c'est maintenance, en fait en français c'est assez compliqué à traduire. Alors il n'y a pas vraiment de certification GDPR, on peut pas être certifié GDPR comme on peut être certifié ISO 27001. On parle davantage de conformité. Alors je l'ai mis volontairement parce que j'ai vu sur YouTube pas mal de vidéos en disant oui, vous allez être certifié GDPR. Alors on peut certifier des personnes qui vont être par exemple DPO, Data Protection Officer, mais on ne peut pas certifier une entreprise. L'entreprise peut simplement déclarer qu'elle est conforme. Ensuite, il va y avoir du reporting par rapport à ces conformités, des tas de politiques, de procédures, des contrôles, des tests, de la formation continue, de la gestion de crise, etc. Donc voilà en gros les grandes étapes du projet. Alors, la feuille de route, la roadmap, elle va vous demander pas mal de travail. Va falloir adapter notamment tout ce qui est la protection des données by design et by default. Alors, by design, en fait, ça veut dire que chaque nouveau service ou chaque nouvelle activité qui va traiter des données personnelles GDPR doit garantir dès les phases de conception que cette application, ce service sera conforme. C'est vrai que là aussi, j'attends les commentaires. C'est vrai qu'auparavant, la sécurité, c'est venu une fois qu'on avait mis en place toutes les applications et en fait, on passe son temps à gérer des couches de complexité. On a la couche de complexité donnée, la couche de complexité applicative et ensuite, on met la couche de complexité sécurité. Là, on veut que la sécurité soit complètement inhérente aux applications et aux services qu'on va traiter. Ensuite, il y a la protection des données by default. Alors, en fait, on applique le plus haut niveau de protection dès le début, comme ça, on est tranquille. Va y avoir la conformité des prestataires, la politique de rétention, alors la gestion des demandes d'accès. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises doivent mettre en place des plateformes, par exemple en service, en software as a service, où les clients, les utilisateurs peuvent accéder à leurs données et appliquer les droits dont on a parlé tout à l'heure, le droit à l'effacement, le droit à l'oubli, le droit de notification, etc. Il va y avoir aussi quelque chose d'assez lourd, qui est la signalisation de toutes les violations de brèches de données sous 72 heures à la CNIL. Alors la CNIL fournit pas mal d'informations et pas mal de formulaires pour faciliter le travail. Je vous recommande vraiment de ne pas réinventer la roue. Il y a des choses formidables en termes de gestion des incidents dans ITIL. Si vous avez une bonne gestion des incidents, vous pouvez partir de ce processus pour mettre en place le mécanisme d'information de violation des données à la CNIL sous 72 heures. Alors, pour vérifier si vous êtes conforme, en fait, la première chose que vous allez faire, c'est une cartographie des données. Et la cartographie des données, la question que vous posez, c'est à quoi servent les données que l'on gère dans l'entreprise. Si ce sont des données personnelles qui permettent l'identification des clients, des utilisateurs, il y a une très forte probabilité pour que ça tombe sous le coup de la GDPR. Par contre, si c'est votre gestion des stocks, stock informatique ou stock de produits, en soi, le stock, lui, il n'est pas GDPR. Ensuite, vous allez définir la pertinence des informations. Alors, il y aura le cas des données sensibles, le cas des données, par exemple, médicales ou régaliennes, et puis d'autres types de données, par exemple, des chercheurs qui font des tests sur des fichiers ADN. Là, ça va être au cas par cas, ça va être du traitement sous condition. Si vous savez lire un ADN et que vous êtes capable de dire que cet ADN appartient à telle personne ou est l'ADN de telle personne, oui, c'est GDPR. Mais de l'ADN en soi, moi je travaille sur des missions de Big Data par exemple, où on traînait des données médicales mais complètement anonymisées, on n'a pas besoin d'avoir la GDPR. Ensuite, il va y avoir la durée de rétention et la sécurisation des informations. Alors là, je vous recommande fortement d'appliquer le by default. Si vous n'êtes pas sûr, vous blindez et vous mettez les niveaux de sécurité les plus élevés. Et puis après, le respect des droits des personnes avec la collecte d'informations, l'information, le recueil du consentement, etc. Donc, grosse recommandation, inscrivez votre projet GDPR dans un projet de certification ISO 27001.
Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le site qui s'appelle itgovernance.co.uk. Alors, on voit pas très bien, mais vous allez pouvoir récupérer les slides par derrière. En fait, ISO 27001 est particulièrement bien armé pour être conforme à la RGPD. C'est très simple, dans ISO 27001, je serais tenté de dire qu'il y a déjà quasiment tout. Et pour être conforme 27001, de toute façon, il faut être conforme à la loi. Le RGPD est une loi. Donc, le RGPD sera inclus dans la certification, dans votre projet de certification ISO 27001. Alors, comme vous le voyez sur les slides, vous aurez tout ce qui est ce qu'on appelle le IT Assurance, il y aura tous les mécanismes de contrôle, il y aura les mécanismes de responsabilisation, il y aura la gestion des risques, on appelle le PIA, le Privacy Impact Assessment en GDPR. Donc, vous faites une bonne certification ISO 27001 et le RGPD va découler de ces certifications. Autre chose qui est intéressant pour faire des audits et savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'il nous reste à faire, c'est COBIT et le CISA. Alors, ces deux référentiels qui sont intéressants. Là, je vous ai mis une capture d'écran de tous les processus qu'on a dans COBIT quand on fait des audits de maturité des systèmes d'information. Et vous voyez qu'il y a énormément de choses en termes de risque, en termes de sécurité, en termes de gouvernance. Il y a la gestion des incidents, qui comprend notamment la signalisation des brèches de données, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on n'est pas du tout démuni pour mettre en place la GDPR. Et à nouveau, ne réinventez pas la roue. Alors, les meilleures pratiques... là, je vous ai mis une capture d'écran d'un outil qui s'appelle Airwin. Alors, on n'est pas du tout payé par Airwin. Les trois leaders du marché, quand vous faites de l'architecture d'entreprise et donc de l'architecture de données, vous aurez Airwin, c'est anciennement Casewise. Il y a Harris Business Architect, c'est Software AG, et Megal, incontournable. Il y en a d'autres, je les connais pas tous, mais il y en a d'autres. Je sais que SAP a son propre logiciel, Oracle a son propre logiciel. Bon, je les ai pas utilisés, mais vu la réputation des entreprises, j'imagine qu'ils sont très bien. Donc, ce sont des outils qui vous permettent de faire des cartographies de données. Et à partir de ces cartographies de données, vous pouvez déterminer deux choses. Est-ce que les données doivent être conformes RGPD, oui ou non? Et si vous n'en êtes pas sûr, à ce moment-là, vous pouvez déterminer quels sont les traitements associés à ces données. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est pas la nature de votre entreprise qui va déterminer si vous êtes conforme ou pas. C'est la nature des traitements que vous faites par rapport à des données personnelles. Donc ça, c'est du flux, c'est du classique. Et puis à partir de là, vous pouvez faire des fiches de données en disant conforme, non conforme, personnel, pas personnel, etc. Alors, autre chose que vous devez mettre en place, c'est le recueil du consentement. À nouveau, ne tombez pas dans le piège. Dans certains cas, par exemple, s'il y a un contrat entre vous et puis un client, un utilisateur, c'est le contrat qui fait foi. Et le consentement, vous l'avez de manière explicite dans le contrat. Le client ne peut pas vous dire oui, j'ai signé une formation chez vous, mais vous n'avez pas le droit d'avoir mes coordonnées pour que je puisse faire la formation. Pour nous, ça n'a aucun sens. On ne peut pas travailler avec un stagiaire dont on ne connaît pas les coordonnées. Dans d'autres cas, il faudra mettre en place des plateformes, des systèmes qui permettent de recueillir le consentement, d'autant plus que la RGPD va beaucoup plus loin parce qu'il y a la notion des enfants avec l'accord des parents. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça. La CNIL, pour le moment, aura du mal à faire face à toutes les demandes, mais ils sont en train de sérieusement s'armer et donc à nouveau vigilance. Pour la gestion des risques, plus exactement le Privacy Impact Assessment, l'analyse d'impact sur la vie privée, il y a un outil qui est fourni par la CNIL, donc vous tapez PIA CNIL, c'est un petit exécutable, je crois que c'est du Java à la base, je me souviens plus. Je l'ai pas sur cette machine, mais c'est plutôt bien fait. Vous rentrez un nom de projet, donc c'est par exemple le nom de votre société, vous rentrez les différents rôles, et puis à partir de là, c'est un questionnaire, il faut essayer de répondre à ce questionnaire, et vous voyez dans quelle mesure, quels sont les niveaux de sécurité qu'il faut mettre par rapport aux données que vous allez gérer. C'est très 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 bien fait. La protection by design et by default, on n'en a pas parlé. Il y a aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place, en fait, c'est les stratégies de protection des données personnelles. Alors ça, c'est une capture d'écran que j'ai trouvée sur un livre qui s'appelle « Réussir sa conformité GDPR ». Réussir votre conformité GDPR. Et en fait, vous avez 4 principales stratégies de conception
pour la protection des données personnelles. Donc la minimisation, c'est en gros la quantité de données personnelles collectées et traitées est réduite vraiment au strict minimum, et vous vous assurez que le traitement des données est proportionné par rapport à la signification du service qui est rendu. La séparation, les données en fait sont traitées ou stockées de manière distribuée dans des compartiments complètement séparés, ce qui fait que vous aurez du mal à rendre ces données identifiables. Va y avoir l'agrégation. L'agrégation, en fait, vous pouvez avoir des groupes d'individus et vous ne mettez que les attributs qui concernent ces groupes d'individus. Souvent, quand on fait de l'agrégation de données, on met toutes les données qui concernent les individus. Mais là, on ne met que les attributs, c'est-à-dire les points communs entre les individus. Et puis, caché, en fait, les données et puis les relations entre les données ne sont simplement pas consultables du tout. Donc, c'est des stratégies de base très simples, mais qui fonctionnent plutôt bien. Le registre des traitements. Alors, il y a certains outils en fait qui fournissent des registres des traitements. Sinon, vous pouvez aller sur le site de la CNIL. C'est une feuille Excel comme ça avec 2 onglets. Et dans ce registre des traitements, en fait, vous déclarez tous les traitements que vous faites concernant les données personnelles. Et vous voyez à la fin si ça doit être conforme à la GDPR ou pas. Et puis le formulaire de notification de violation des données. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a une brèche de données, vous avez 72 heures pour le déclarer à la CNIL. Si vous le déclarez pas à la CNIL et que la CNIL s'en aperçoit, vous risquez d'avoir de grosses sanctions, de grosses amendes. Alors, vous pouvez le faire de manière papier comme ça, mais j'ai vu des outils en fait avec des extensions de la gestion des incidents qui incluent justement des formulaires pour faire justement ces déclarations de violation. Bien. Alors, enfin, il nous reste le mouton à 5 pattes, le fameux DPO. Donc, en français, le délégué à la protection des données. C'est une obligation pour toutes les entreprises. Alors, une petite chose, le DPD, le délégué à la protection des données, peut faire partie de l'entreprise, tout comme vous avez le droit de faire appel à un prestataire externe. Et cette même personne peut être délégué à la protection des données pour plusieurs entreprises. C'est lui qui va vérifier en gros que vous êtes conforme. Attention, c'est pas lui qui va mettre en œuvre, c'est pas lui qui va faire le listing de tous les traitements, ça c'est ce qu'on appelle le responsable des traitements. C'est pas lui qui va faire les traitements, ça c'est ce qu'on appelle le sous-traitant. Lui, il est là pour vérifier en gros que vous êtes conforme. On pourrait dire quelque part que c'est un auditeur interne. Bon, j'aime pas trop cette analogie, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est lui qui va faire le lien entre le public et le régulateur, donc la CNIL, et c'est quelqu'un d'indépendant qui rapporte directement à la direction générale. Alors, pourquoi le DPO est-il un mouton à 5 pattes? Parce qu'il faut qu'il s'y connaisse à la fois en texte juridique, donc en gros les RGPD, il faut qu'il s'y connaisse en gestion des systèmes d'information, parce qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'on ouvre la soupe pour voir concrètement comment ça marche. Il faut qu'il s'y connaisse en sécurité de l'information. Jusqu'à maintenant, les DPO que j'ai formés, c'est des gens qui venaient de l'audit ISO 27001. Alors c'est peut-être un petit peu l'ADN du département gouvernance de Global Knowledge, mais c'est vrai que c'était des gens qui avaient plutôt cette culture-là. J'en vois également qui viennent du département RH ou qualité. Donc ça va être quelque chose d'intéressant parce que on risque d'avoir des personnes qui viennent d'horizons assez différents. Alors attention, si jamais l'entreprise commet une infraction, c'est pas le DPO qui est juridiquement responsable. C'est la direction générale de l'entreprise. Ce nonobstant, faites attention si vous êtes DPO parce que le DPO a un rôle d'information, de formation et de déclaration des non-conformités à l'intérieur de l'entreprise. Donc la direction générale risque de se retourner contre le DPO en disant « vous me l'avez pas dit ». Donc voilà, c'est toujours le problème des audits. Il n'est pas juridiquement responsable, mais bon, il faudra qu'il fasse attention quand même. Alors, évidemment, on vous conseille de vous former et de vous informer. Pour vous informer, la CNIL fait des choses vraiment très très bien. Vous avez absolument tout sur la CNIL. Quand je donne des cours, moi j'arrête pas de montrer les livres blancs de la CNIL, j'ouvre le logiciel qui s'appelle PIA, et puis ils ont fait des posters que vous pouvez afficher, ils vous ont fait un projet de préparation en 6 étapes. Vraiment, il y a de quoi faire, ils vous donnent pas mal de templates, de modèles, le registre des traitements, le formulaire de déclaration des violations de confidentialité, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Ce que nous, on vous recommande comme formation, donc nous, on est agréé par le FAFIEC,
Et on propose une offre à 2 étages. Premier étage, en fait, c'est une journée d'introduction, de formation. En gros, j'explique ce que c'est que la GDPR et puis je vous donne des pistes en fait pour lancer votre projet de conformité. Et souvent, les gens poursuivent et passent directement la formation DPO, donc Data Protection Officer. Le cours s'appelle CDPO, Certified Data Protection Officer. C'est pour être délégué à la protection des données. Juste une petite précision. Pour être délégué à la protection des données, c'est bien d'avoir un diplôme comme celui-ci, une certification comme celle-ci, CDPO, qu'on fait avec PECB. Et ensuite, il faut remplir un formulaire à la CNIL. Donc, c'est pas très compliqué, mais voilà. On vous recommande aussi fortement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'inscrire votre projet de conformité RGPD dans une démarche de certification ISO 27001. Donc, vous pouvez suivre le cours Lead Implementer, toujours avec PECB, ou Lead Auditeur. Et puis, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui doivent faire des audits ou des cartographies, à ce moment-là, les cours COBIT et puis auditeur CISA. Je vous remercie et je vais répondre à vos questions. Alors, j'ai pas compris. Il n'y a pas de GA? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de conseil d'administration? Ah, de chiffre d'affaires. Alors, la question, c'est je travaille dans une administration, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Peu importe la nature de votre activité, c'est les traitements que vous effectuez. Est-ce que les traitements concernent des données qui sont éligibles au GDPR? Oui ou non? Alors, les sanctions pour une administration, j'en ai aucune idée pour le moment parce que tout ça, c'est tout neuf. En revanche, si les traitements concernent la GDPR, votre organisation doit être conforme à GDPR. Sachez que moi, en cours, j'ai déjà eu des gens qui travaillent dans des hôpitaux. Alors, est-ce que c'est l'administration? Je sais pas trop, mais eux se posent effectivement des tas de questions concernant la GDPR, au-delà des informations purement médicales. Alors, la signalisation dans les 72 heures se fait bien à partir de la prise de connaissance de la violation ou de la violation elle-même. Alors non, c'est la prise de connaissance parce que la violation elle-même peut être faite bien avant, mais vous ne le saviez pas. Donc c'est bien à partir de la prise de connaissance de violation. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu des stagiaires de la CNIL en cours. J'ai dit et jour férié, dimanche, etc. Ils ont dit non, 72 heures nominales. Donc il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche. 72 heures, c'est 72 heures. Alors, le DPO est-il un poste à part entière dans l'entreprise? Si c'est une petite société, je serais tenté de dire que non. Si c'est une grosse société, je vois là dans des grosses sociétés, en fait, il y a plusieurs DPO carrément. Parce que les sociétés ont plusieurs départements. Elles traitent des tas de données, dont certaines données sont complètement différentes. Et à partir de là, donc vous pouvez, je sais pas, avoir des données géophysiques d'un côté, des données commerciales d'un autre, etc. Comme c'est pas toujours les mêmes données, il faut mieux avoir des DPO plutôt spécialisés qui connaissent la nature des données et surtout la nature des traitements qui sont effectués. Alors, comment on prouve la conformité? Alors ça va être l'objet de pas mal de bouquins qui vont sortir dans les jours à venir. Alors, si vous êtes certifié ISO 27001, vous êtes obligé d'inclure tout ce que réclame la GDPR, donc des registres des traitements obligatoires pour toutes les entreprises supérieures à 250 salariés, la présence d'un DPO, la privacy by design, la privacy by default, donc la protection by design et by default, pardon. Donc tout ça, ça va être géré de manière directe ou indirecte par rapport à la norme ISO 27001. Le seul conseil que je vous recommande par rapport à la conformité, c'est attention, on ne parle pas de conformité comme dans le cadre de la conformité d'une norme ISO. Il y aura pas de certification, pardon, comme dans le cadre, on ne pourra pas dire cette entreprise elle est certifiée GDPR. Elle pourra simplement montrer qu'elle est conforme, et la conformité dans un premier temps, ça va être déclaratif, du moins pour les 2 prochaines années, parce que ils vont avoir du mal à tout vérifier. Après, ils risquent de faire des audits de conformité, où là, ils envoient des auditeurs sur place, ils vérifient que les déclarations que vous avez faites sont bien cohérentes avec ce que vous avez mis à l'intérieur de vos systèmes d'information. Alors, une association qui gère des résidences sociales doit-elle être conforme? Oui. Tout dépend de la nature des traitements, mais si vous avez des traitements sur des données personnelles avec possibilité d'identifier les personnes, oui, ça doit être conforme.
l'identification de session d'un utilisateur. Il faut voir si on peut identifier si votre... Ah oui, alors ça j'ai déjà vu ça. Vous savez, les fameuses identifications des administrateurs du style Toto et Password. Donc là, vous pouvez pas identifier la personne. En revanche, si les logins, ce qui est notre cas par exemple, eux sont nominatifs, oui, vous pouvez identifier la personne, donc ça doit être déclaré. Guide des services RH. Guide des services RH. Quid des services RH? Oui, il faut se poser la question. Les RH, de toute façon, vont gérer le fichier du personnel. Donc, comme le fichier du personnel permet l'identification des personnes, oui, c'est GDPR. Un agent immobilier avec des contacts qui reviennent 5-7 ans ou plus après, dois-je supprimer les données? Alors là, je vais vous faire une réponse de consultant. Ça dépend. Si vous lui avez vendu un appartement, il y a un contrat, donc vous pouvez garder les données. Ou alors, vous pouvez vous engager auprès de vos clients en disant je m'engage à conserver les données 3 ans, 4 ans, 5 ans suite à la vente d'un appartement. Après cette durée de rétention, j'efface les données. En revanche, si ce sont des prospects et non pas des acheteurs, là oui, il faudra faire tout un ensemble de déclarations avec consentement pour savoir si vous pouvez conserver les données ou pas. La page Facebook est-elle éligible? Alors là, je lance les paris, CNIL, Facebook, Amazon, Google, dans les mois à venir, normalement, devrait y avoir du sport. Bon, à voir. La page de Facebook est-elle éligible? Oui, bien entendu. Maintenant, je sais pas trop comment la CNIL va réagir. Il y aura probablement des exemples. La page contact d'un site internet doit être conforme. Alors c'est pas la page contact en soi, c'est la manière dont le webmaster ou les personnes qui gardent vos coordonnées vont gérer les données. À nouveau, c'est le traitement qui compte. Une photo est-elle une donnée perso? Oui, à condition de pouvoir identifier la personne. Mais si vous pouvez l'identifier, oui, c'est une donnée perso. Le consentement est-il implicite? Jamais. Jamais. Le consentement n'est jamais implicite. Si vous avez un contrat avec cette personne, le consentement est dans le contrat. Sinon, il faudra mettre en place des systèmes pour rendre le consentement explicite. Alors, encore des questions. Le DPO est-il obligatoire pour les indépendants? Ah, vous voulez dire vous êtes un travailleur indépendant et vous êtes tout seul dans votre société? J'espère que la CNIL n'écoute pas, mais je pense pas que la CNIL ira vous chercher des poux, parce que vous êtes trop petit. En revanche, si vous traitez des données personnelles, oui, il faudra probablement faire des déclarations à la CNIL, et vous pourrez peut-être être votre propre DPO. Qui doit s'occuper? Alors ça, c'est une question PME. Qui doit s'occuper de la conformité? Je vous recommande fortement d'impliquer la direction générale, comme tous ces projets-là, et de prendre un DPO externe qui saura vous mettre sur la voie, du moins au début. J'ai pas mal de stagiaires en fait qui montent justement des sociétés où ils deviennent DPO, enfin délégués à la protection des données. Ils mettent l'entreprise sur les rails et puis après l'entreprise est suffisamment autonome pour gérer le projet elle-même. Bien. Alors, il y a 3 boutons visibles pour les participants. Je suis intéressé, rappelez-moi. Télécharger le contenu et noter le webinar. Donc, moi, je les vois pas, ces boutons, mais normalement, vous devriez les voir. Donc, je suis intéressé, rappelez-moi, télécharger le contenu et noter le webinar. En ce qui me concerne, je vous remercie. Il y a énormément de commentaires, donc ça, c'est très bon signe. Il y en a un qui m'a corrigé d'ailleurs, parce que j'avais dit 5% du chiffre d'affaires et non pas 4%. Donc c'est toujours intéressant de voir que les gens écoutent et savent répondre. Moi je suis toujours surpris quand je donne ce cours. C'est la richesse des stagiaires qu'on a en cours. On est tous en train de le mettre en œuvre, on est tous en train d'acquérir nos retours d'expérience. Ça fait des cours avec énormément d'interaction et de richesse. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. En plus vous avez vu, on a un personnel vachement sympa. On a des collègues très sympas. On a un très beau centre de formation. Moi je m'appelle Romain Aignan, H2N-I-O-N. Vous pouvez passer par les emails qu'on vous a communiqués pour me joindre ou vous me contacter directement romain.aignan@globalknowledge.fr. Je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. J'espère qu'on pourra continuer les discussions. On vous attend en cours et on a du très bon café pour vous accueillir. Merci.